Bienvenue sur la web radio de l'Infectio. Ce podcast vous est proposé par les enseignants de maladies infectieuses et tropicales des universités de Saint-Étienne et Lyon. Il est destiné aux étudiants de deuxième cycle des études médicales et il a reçu le soutien de l'université Jean Monnet. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la grippe. Avec nous, pour évoquer cet item, le professeur Amandine Gagnon-Brunon. Bonjour professeur. Bonjour Anthony. Alors déjà, pour débuter, quels sont les agents responsables de la grippe ? Alors la grippe est une infection virale liée à un myxovirus influenzae. C'est un virus à ARN. Chez l'homme, ce sont les virus de type A et B qui sont responsables d'infections. Souvent, vous avez entendu parler de sous-types viraux, H3N2 par exemple. Et donc, pour définir ces sous-types viraux, on va se baser sur deux protéines de surface, sur le type de ces deux protéines de surface, qui sont l'hémagglutinine et la neuraminidase. Et quelle est l'épidémiologie de la grippe ? Alors déjà, il faut savoir ce qu'on regarde et comment se passe la surveillance épidémiologique de la grippe. Elle repose d'abord sur la surveillance en ville, avec notamment le réseau Sentinelle, les centres nationaux de référence et SOS Médecins. À l'hôpital, il existe, en plus du CNR, un réseau qui s'appelle Au Secours, qui va notamment veiller à faire remonter tous les cas de grippe grave. Et enfin, chaque année, on établit aussi des données sur la mortalité liée à la grippe, ou du moins la surmortalité liée à la grippe, parce qu'on ne sait pas toujours si la grippe est la cause principale du décès, avec la surveillance de la mortalité par l'INSEE. C'est une épidémie qui évolue de manière saisonnière, en général du mois de novembre à mars, et on va parfois parler de pandémie. On parlera de pandémie quand il s'agit d'un nouveau virus grippal qui apparaît, qui est souvent d'origine zoonotique, avec le phénomène dit de spillover, c'est-à-dire un virus qui est par exemple d'origine aviaire ou d'origine porcine par exemple, et qui va être en capacité d'être transmis à l'homme et ensuite d'avoir des phénomènes de transmission interhumaine. En 2024-2025, nous avons vécu une grosse épidémie de grippe, à la fois liée à des sous-types viraux de type A et de sous-type B. Cette épidémie a entraîné 3 millions de consultations en ville, environ 30 000 hospitalisations, et on estime que la mortalité en excès, on ne peut pas toujours définir que ce soit lié à la grippe, mais pendant la période d'épidémie grippale, était de 14 000 décès par rapport à la mortalité attendue, ce qui fait de cette épidémie une épidémie importante. Et près de 1850 patients ont été admis en réanimation. Alors, qui sont les patients qui sont les plus à risque de formes graves et de grippe ? Premièrement, il faut savoir que les enfants sont particulièrement touchés, alors pas forcément à l'origine de cas graves, sauf chez les enfants de moins de 6 mois, mais en tout cas, ils sont l'un des réservoirs de l'épidémie. Et les cas graves vont se retrouver essentiellement chez les sujets âgés, notamment les plus de 65 ans, et les personnes ayant des comorbidités comme les personnes immunodéprimées, les insuffisants cardiaques et insuffisants respiratoires. Quelle est la présentation clinique de la grippe ? Alors la période d'incubation va s'étendre de 1 à 3 jours et ensuite il va y avoir la phase d'invasion qui va être caractérisée par un début brutal avec une importante hyperthermie, des frissons, une fièvre élevée, des myalgies et des céphalées. À la phase d'état, il va y avoir une période avec des signes ORL, une rhinorrhée, une congestion nasale, des douleurs pharyngées et tout ça va être associé à une toux sèche. Ces symptômes sont souvent accompagnés d'importantes douleurs musculaires et d'asthénie. La fièvre peut parfois céder aux alentours du 2e, 3e jour et remonter enfin au 5e jour et c'est ce qu'on appelle le V grippal. Et la phase de guérison peut durer plusieurs semaines. En clair, après la grippe, on reste fatigué plusieurs semaines, voire un mois. Et quelles peuvent être les complications potentielles ? Alors on peut définir des terrains à risque de complications chez les patients immunodéprimés, au cours de la grossesse, chez les enfants de moins de 6 mois, le sujet âgé, les 3 grandes insuffisances, insuffisance cardiaque, rénale et respiratoire, mais aussi chez les patients diabétiques et obèses. La complication la plus grave de la grippe, c'est la grippe maligne. Elle est rare, mais elle est grave. Et en fait, finalement, c'est au tout début de l'évolution de l'infection virale, d'emblée, une pneumopathie bilatérale hypoxémiante qui peut évoluer vers un syndrome de détresse respiratoire aiguë. La grippe peut aussi, à la phase aiguë, se compliquer de myocardite, de péricardite, de troubles digestifs, d'encéphalite et de rhabdomyolyse. Chez l'enfant, en cas de prise d'aspirine, il peut y avoir de très rares cas de syndrome de Rey. La grippe peut aussi secondairement se compliquer de surinfection pulmonaire. En fait, finalement, vous guérissez de votre grippe, vous n'avez plus de température et quelques jours plus tard, réapparaît un tableau fébrile avec des douleurs thoraciques et de la toux. Il faut alors évoquer une surinfection et ces pneumopathies post-grippales sont volontiers liées à Haemophilus influenzae, au pneumocoque mais aussi à Staphylococcus aureus. Ces différentes étiologies conduisent à envisager la prescription dans le cadre d'une surinfection de grippe, d'une antibiothérapie par amoxicilline et acide clavulanique,
pour couvrir le staphylocoque doré qui est plus rarement incriminé dans les pneumopathies aiguës communautaires en dehors du contexte grippal. On peut aussi voir des otites moyennes aiguës et des sinusites aiguës qui peuvent compliquer cette grippe, et la grippe peut conduire aussi à la décompensation de comorbidités préexistantes. C'est pour ça que chez les patients, notamment diabétiques, on sera extrêmement prudent et on sera peut-être amené à les hospitaliser. Comment faire le diagnostic ? Alors la confirmation microbiologique de la grippe n'est pas systématiquement nécessaire. Quand, en plein mois de décembre, vous recevez un jeune patient avec des myalgies, des céphalées, de la toux et 40 de température, a priori, s'il ne rentre pas de zone tropicale, c'est une grippe. Devant ce patient qui n'a pas de facteur de risque de gravité, vous n'avez pas besoin de confirmation diagnostique. Par contre, en milieu hospitalier, ça va être important de confirmer ce diagnostic de grippe, puisqu'une grippe grave peut être définie par une grippe conduisant à une hospitalisation en réanimation ou à un décès. Et dans ce cas-là, c'est très important de confirmer le diagnostic. Et donc, on va réaliser sur écouvillon nasopharyngé une ERT-PCR à la recherche du génome du myxovirus influenzae. On peut aussi diagnostiquer la grippe avec un test antigénique. L'imagerie thoracique n'est utile que dans les formes nécessitant une hospitalisation. Et à la phase initiale, on va trouver plutôt un syndrome infiltratif bilatéral. Et en cas de surinfection, on va plutôt chercher un foyer de condensation alvéolaire. Et du coup, quand hospitaliser les patients avec une grippe ? Alors toute grippe maligne doit être admise en réanimation, c'est celle avec qui vont donner les SDRA. On doit hospitaliser aussi les surinfections de grippe, les grippes avec des complications extra-respiratoires sévères, c'est le cas de la myocardite, de la péricardite, des tableaux encéphalitiques, et la grippe avec des décompensations de comorbidité, je pense notamment au diabète. Vous savez que dans toutes les infections, on va avoir très souvent une hyperglycémie associée. Et aussi, il faut prendre en compte, bien entendu, le terrain, si le patient est à risque et s'il vit seul et isolé. Et le traitement ? Alors le plus souvent, le traitement il va être symptomatique, avec du repos et du paracétamol. Par contre, chez les patients à risque de forme grave, c'est-à-dire que vous prenez ceux qui relèvent d'une indication de vaccination sur laquelle on reviendra tout à l'heure, il est possible de traiter avec un antirétroviral, l'oseltamivir. Alors cette indication est parfois remise en cause, notamment par la commission de transparence de l'assurance maladie. Chez les patients présentant une grippe grave, ces antirétroviraux sont indiqués dès la suspicion diagnostique. Très souvent, vous faites une confusion. Vous dites qu'au-delà de 48 heures des symptômes, ça n'est plus la peine de démarrer un traitement antirétroviral. Ça, ce n'est pas vrai. La notion de 48 heures, c'est quand on va attaquer un traitement préventif après un comptage. En tout cas, ce qu'il faut quand même retenir, c'est que quand on instaure un traitement antirétroviral, il doit être instauré le plus tôt possible, donc dès la suspicion, pour être le plus efficace. Et quid de la prévention ? Alors, il faut retenir que le mode de transmission, c'est essentiellement des gouttelettes. Donc, la première chose chez les patients actifs, pour éviter qu'il y ait une épidémie au bureau, c'est l'arrêt de travail. Également, de recommander le port du masque. La contagiosité persiste jusqu'à 6 jours après le début des signes cliniques. En milieu hospitalier, la Société française d'hygiène hospitalière a récemment modifié un petit peu les règles d'isolement respiratoire. Avant, quand on avait un isolement et un mode de transmission de toute gouttelette, on portait un masque chirurgical. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Ça dépend de la nature du soin et aussi du degré de renouvellement d'air dans la chambre du patient. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'hospitalisation doit systématiquement se faire en chambre individuelle, que globalement, un port de masque chirurgical suffit. Néanmoins, lorsqu'on va réaliser des gestes à risque d'aérosolisation, il vaut mieux privilégier un masque FFP2. Par ailleurs, le meilleur moyen de prévention reste la vaccination. Elle est recommandée chez tous les plus de 65 ans et les personnes à risque de forme grave. Sans être complètement exhaustive, on peut citer la femme enceinte, le diabète non équilibré par un régime seul, l'insuffisance rénale, l'insuffisance respiratoire, l'insuffisance cardiaque, tous les patients immunodéprimés, que ce phénomène d'immunodépression soit congénital ou acquis, les antécédents d'accidents vasculaires cérébraux, toute infection par le VIH, la drépanocytose, l'obésité lorsque l'indice de masse corporelle est supérieur à 40. Il faut aussi recommander de manière assez systématique la vaccination dans l'entourage des personnes à risque et chez les enfants, en privilégiant chez eux une vaccination par voie nasale qui par contre est contre-indiquée chez les patients immunodéprimés puisqu'il s'agit d'un vaccin vivant. Ce vaccin par voie nasale n'est pas encore complètement disponible en France et donc cette recommandation de la HAS est plus difficilement applicable. Bien entendu, comme vous le savez, et vous aussi, comme étudiant hospitalier, vous avez besoin, et il est fortement recommandé, que vous soyez vacciné pour éviter les épidémies de grippe nosocomiale. Tout professionnel de santé et professionnel des collectivités. L'entourage des enfants de moins de 6 mois les plus à risque, comme les enfants nés prématurément, doit également être vacciné. Il faut aussi savoir que la vaccination contre la grippe saisonnière ne permet pas uniquement d'éviter d'avoir la grippe, ou en tout cas de réduire le risque, puisque l'efficacité vaccinale est loin de 100%. Elle permet aussi de réduire les événements cardiovasculaires notamment.
Elle réduit le risque d'infarctus du myocarde après un épisode de grippe et elle réduit aussi le risque d'accidents vasculaires cérébraux. Cela peut toujours servir comme argument pour convaincre des patients qui considèrent le vaccin comme peu utile, puisqu'effectivement dans leur entourage, ils ont parfois rencontré des gens vaccinés qui ont effectivement présenté une grippe. La saison prochaine, pour les sujets âgés, un vaccin haute dose sera probablement disponible. Il est plus efficace que les vaccins contre la grippe habituellement utilisés en France. Et pour revenir sur un dernier point concernant la prévention, chez les patients à haut risque, lorsqu'ils ont une notion de comptage qui remonte à moins de 48 heures avec un cas de grippe, on peut débuter à demi-dose, mais pendant 10 jours, un traitement par oseltamivir qui visera à réduire le risque d'hospitalisation. Pour résumer, la grippe saisonnière est un problème de santé publique et impacte chaque hiver les systèmes de soins. La vaccination est le meilleur moyen de prévention. Le traitement par oseltamivir peut être proposé chez les patients à risque de formes graves en préventif et en tout cas s'il est instauré, il doit être le plus rapidement possible pour être le plus efficace. En préventif, donc s'il y a une notion chez les patients à très haut risque et également dans le cadre d'une grippe confirmée, pareil en étant extrêmement rapide dans l'instauration. En cas de surinfection pulmonaire dans un contexte post-grippal, le traitement antibiotique de cette pneumopathie reposera sur de l'amoxicilline et de l'acide clavulanique. Merci beaucoup, professeur Amandine Gagnon-Brunon. Merci Anthony. Ce podcast est un complément à l'ouvrage de référence du Collège des enseignants de maladies infectieuses et tropicales, le PI étudiant.